Bienvenue à ce webinaire alphanumérique Identifier le cyberharcèlement. Avant de commencer, nous tenons à vous avertir que si vous êtes une personne ayant vécu une situation d'intimidation ou de harcèlement, que vous vivez ou qu'un de vos proches vit présentement une de ces problématiques, il se peut que le sujet soit plus sensible pour vous. Vous trouvez une liste des ressources d'aide ainsi que leur public cible dans le descriptif et à la fin de la vidéo. Nous vous invitons à contacter au besoin la ressource adéquate. Alphanumérique est un projet de littératie numérique. Nous ne sommes pas une ressource ou des experts en cyberharcèlement. Nous abordons le sujet après de nombreuses recherches, mais nous ne prétendons pas tout connaître et sommes dans un processus d'apprentissage tout comme vous. C'est pourquoi nous vous partageons également les sources ayant nourri cette présentation. Ainsi, si vous le désirez, vous pourrez approfondir vos connaissances sur le thème. Au cours de cet atelier, nous aborderons le phénomène du cyberharcèlement selon les 3 questions suivantes. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Comment y réagir? Quels sont les droits et les recours à connaître pour se protéger? Tout d'abord, pour répondre à qu'est-ce que le cyberharcèlement, voici les définitions de la sécurité publique du Québec. Acte répété d'agression psychologique commis par un individu ou par un groupe d'individus qui rejoint ses victimes par l'intermédiaire du réseau Internet, courriel, messagerie instantanée ou textuelle. Le mot désigne une forme d'intimidation psychologique cachée, transmise par différents moyens de communication électronique, comme les cellulaires, les sites web et les blogs, les bavardoirs, jeux de rôle ou d'aventure à utilisateurs multiples et les profils en ligne. L'envoi ou l'affichage d'images ou de messages textuels cruels ou insultants par le biais d'Internet ou d'un autre dispositif de communication numérique. D'abord, notons que l'utilisation de moyens de communication électronique est le concept central des définitions présentées. Ces moyens peuvent servir à établir une communication virtuelle de façon répétée ou non, avec une autre personne, en vue de lui faire parvenir un message cruel ou insultant. Un point pertinent à soulever est la multiplicité des définitions et des termes employés. Ce peut être expliqué par les nombreux visages que revêt le cyberharcèlement, mais aussi par la récente apparition du phénomène et surtout de son étude. Les termes utilisés et les définitions peuvent varier d'une source à l'autre. Par exemple, selon Statistique Canada, la cyberintimidation consiste généralement en des messages électroniques qui intimident ou menacent leur destinataire. Le cyberharcèlement, quant à lui, désigne l'utilisation répétée d'un moyen de communication électronique afin de harceler ou d'effrayer une autre personne. Un point à retenir qui peut nous servir de repère afin de mieux saisir la différence entre ces 2 définitions est lorsque la victime éprouve de la peur pour sa sécurité ou celle d'un ou de ses proches, on entre dans la catégorie du harcèlement et ce selon sa définition légale. La nuance entre les 2 termes reste mince et les 2 concepts peuvent se chevaucher par moments. De plus, il n'est pas rare que la cyberintimidation devienne cyberharcèlement par la fréquence des commentaires ou des menaces plus importantes. Certaines études préconisent l'emploi du terme cyberviolence. La République française définit le terme comme un acte agressif, intentionnel, au moyen des médias numériques, ce qui en fait un synonyme de cyberharcèlement dans ce contexte. Il est aussi employé pour parler plus spécifiquement des relations intimes, comme dans le rapport de recherche sur la cyberviolence dans les relations intimes par Mylène Fernet, PhD sexologue à l'UQAM, où cyberviolence fait référence à une forme spécifique de violence dans les relations intimes. Ou encore, par le projet Déclic, un projet national pour un changement systémique en développant et en mettant en application des stratégies visant à prévoir et à éliminer la cyberviolence envers les jeunes femmes et filles.
Le terme utilisé aujourd'hui sera celui du cyberharcèlement, mais nous exposerons aussi ses ramifications à travers la cyberintimidation et les cyberviolences. Une autre question importante à soulever est à quel moment est-ce qu'un conflit devient harcèlement? L'une des principales distinctions tient au fait que les personnes impliquées ont sensiblement le même pouvoir social. Si parmi les témoins, une majorité appuie l'une des personnes impliquées, ou si un autre événement, comme l'envoi de menaces ou le chantage émotionnel, par exemple, dire qu'on va partager une photo ou une vidéo intime ou humiliante. Donc, si cet événement vient faire baisser le pouvoir social d'un des parties du conflit, celui-ci peut se transformer en harcèlement. Il faut garder aussi en tête que souvent lié à de la violence hors ligne, le harcèlement peut facilement se poursuivre hors ligne et la violence dans les relations en ligne se rapporte fréquemment à une relation abusive dans la vie réelle. Quels sont les différents moyens technologiques utilisés? Il y a les médias sociaux, donc réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ça peut être via le fil d'actualité, sur le mur de quelqu'un, ça peut être une discussion qui porte atteinte à une personne, ou même l'exclusion d'une personne d'un groupe. Sites web, forums, jeux en ligne, services de messagerie, téléphone cellulaire, dispositifs technologiques comme un logiciel de surveillance, un GPS dans un téléphone ou même une caméra cachée. Le cyberharcèlement peut être direct ou indirect. Lorsqu'il est direct, il réfère à une utilisation des technologies dans un contexte privé. Donc, on n'a aucune intention que de tierces personnes soient témoins. On envoie un message à une seule personne, alors que le cyberharcèlement indirect est la diffusion publique de contenu au sujet d'une personne dans le but de porter atteinte à la réputation de la personne ou dans le cas des cyberviolences de menacer, contrôler un partenaire ou un ancien partenaire ou même les proches de cette personne. L'agresseur exerce ainsi une pression sur la victime indirectement en utilisant les réseaux sociaux et autres moyens de communication pour l'humilier ou l'attaquer publiquement. Ça peut venir d'une ou de plusieurs personnes et celles-ci peuvent être connues ou inconnues. Les différentes formes de harcèlement. La provocation, aussi appelée le trolling, est un acte en partie ou totalement anonyme. Son auteur peut choisir une personne qui lui est étrangère ou qu'il ne connaît pas que par Internet. Souvent, c'est un acte isolé. Parfois, ça peut se prolonger, se transformer en harcèlement continu, mais c'est un acte isolé car il est très facile de bloquer ou de supprimer une personne qu'on ne connaît pas. La provocation se fait souvent dans des espaces publics en ligne et son auteur se plaît autant à commettre l'acte qu'à observer la réaction de la personne visée. Le partage d'images ou de vidéos humiliantes. Partager sur un réseau social une image où quelqu'un se blesse, se fait attaquer, est en état d'ébriété, etc. Donc une image ou une vidéo où la personne n'est pas à son avantage. Souvent un commentaire méchant et incitant les autres à prendre part à l'humiliation accompagne souvent ce type de partage. Les commentaires haineux, donc tout ce qui est un propos raciste, xénophobe vers la photo d'une personne, le profil d'une personne, ou même en visant une organisation, tout ce qui ramène à la haine rentre dans commentaires haineux. La diffamation, donc créer un site diffamatoire où on insulte et humilie une organisation ou quelqu'un en particulier. On va aussi souvent dire de fausses rumeurs et chercher à porter atteinte à la réputation. Subtiliser l'identité de quelqu'un. Donc, subtiliser l'identité de quelqu'un pour inscrire de faux messages. Par exemple, annoncer l'homosexualité de quelqu'un en se faisant passer pour cette personne sur un forum de discussion ou les réseaux sociaux, etc. Partage de photos ou vidéos de nature privée suite à une rupture.
Donc, envoyer des photos ou des vidéos de nature privée après une rupture amoureuse. Souvent, ça va être aux amis, collègues, à la famille de l'ex-partenaire. Ça peut être dans le but d'humilier la personne ou ça peut être dans le but aussi d'obtenir une faveur en échange. Donc, extorsion, qu'on dira. Puis, les moyens employés peuvent être via courriel, via SMS, réseaux sociaux, encore une fois, une multitude de canaux. Envoi de messages répétés. Donc, tenter de rentrer en contact avec une personne de manière répétée et excessive, et ce, même si la personne ne souhaite pas communiquer avec l'auteur des messages. Dans ce cas, c'est la fréquence du message plutôt que son contenu qui définit la nature harcelante du comportement. Les messages répétés peuvent devenir de nature blessante ou l'avoir été dès le départ. Envoyer des menaces. Envoyer des insultes ou des menaces directement à la personne par courriel, messagerie instantanée ou message texte. Ces insultes ou menaces peuvent être envoyées en utilisant une fausse identité ou le mot de passe de quelqu'un d'autre. Surveillance et contrôle. Ça peut aller d'examiner le contenu du téléphone cellulaire d'un partenaire afin de voir avec qui la personne parle, jusqu'à la surveillance constante avec un GPS installé sur un téléphone dans le but de savoir son partenaire est où et fait quoi à tout moment. Les informations recueillies ou obtenues permettent généralement d'exercer de l'influence ou du contrôle sur le partenaire intime ou l'ex-partenaire. Qui est touché par le phénomène? Selon une étude parue en 2018 par Statistique Canada, le cyberharcèlement touche 8% des femmes et 6% des hommes qui utilisent Internet. Au total, cela représente environ 2,5 millions de personnes au pays qui ont déclaré avoir été visées au cours des 5 années précédant l'étude. Par contre, les jeunes sont plus susceptibles d'être victimes. La proportion hausse à 14% lorsqu'il est question des jeunes femmes de 15 à 24 ans, et elle n'est que de 9% pour les jeunes hommes de la même tranche d'âge. On remarque que les jeunes, de manière générale, mais surtout les filles ainsi que les femmes, sont les principales victimes. Un portrait dressé par Ditch the Label, OBNL anglais, anti-harcèlement, nous indique qu'à partir de 19 millions de tweets analysés pendant une période de 4 ans, on a répertorié presque 5 millions de cas de misogynie seulement sur Twitter. Un autre rapport indique 7,7 millions de cas de racisme, 390 296 cas d'homophobie et 19 348 messages transphobes seulement sur Twitter. Donc, ce ne sont que des données publiques qui ont été examinées et seulement une seule plateforme. 52% des insultes misogynes enregistrées étaient écrites par des femmes et visaient le physique et l'intelligence et les préférences sexuelles d'autres femmes. Pourquoi un si haut pourcentage de femmes s'attaquent à d'autres femmes? Une piste de réponse serait le fait que de nombreux stéréotypes sont transmis par les médias et la société en général sur l'apparence et la place de la femme, ce qu'on appelle la socialisation. À force d'y être exposées, les femmes peuvent elles-mêmes intégrer ces idéaux dans leur système de croyances. On parle de stéréotypes internalisés. Si on prend un exemple commun pour illustrer le tout, par exemple, lorsqu'on vit un grand stress, on peut avoir tendance à le transposer sur ses proches. Dans le cas échéant, ce sont les pressions sociales, imposées et vécues, telles que la minceur, la jeunesse, l'orientation sexuelle hétérosexuelle, qui sont projetées par les femmes vers d'autres femmes. Le cyberespace est un espace public au même titre que la rue. C'est pourquoi les dynamiques déjà établies dans nos sociétés s'y reflètent et visent vers ça. Par exemple, si on pense au type de discours employé tout au long de la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis, un message clair a été transmis. Attaquer en ligne ceux qui ont un point de vue différent ou une opinion différente est normal. Ce qui porte atteinte à la liberté d'expression et crée un environnement où le droit d'autrui à s'exprimer, souvent les groupes marginalisés, est supprimé. De plus,
Ditch the Label, dans son rapport, nous apprend aussi que ceux qui discutent de politique et de sport en ligne sont les plus exposés aux violences, ce qui met donc en évidence une culture d'intolérance et d'irrespect à l'égard des personnes qui ont des points de vue divergents. De plus, certaines caractéristiques propres à l'environnement numérique amplifient ces dynamiques. C'est ce qu'on appelle les facteurs aggravants. Il y a le sentiment d'anonymat. Internet procure aux utilisateurs un sentiment d'anonymat leur permettant de réaliser des choses qu'ils ne feraient pas autrement. Les cyberharceleurs éprouvent moins d'inhibition que les harceleurs classiques. La pérennité de l'information. Lorsqu'un texte ou une image est versé dans Internet, plusieurs personnes sont en mesure de télécharger le contenu, de lire, de le regarder. L'information circule sur plusieurs ordinateurs et ça devient impossible de reprendre le contrôle du contenu. Les préjudices envers les victimes sont alors prolongés puisque l'information survit indéfiniment en étant continuellement téléchargée et partagée. L'absence d'empathie. La nature même du réseau Internet empêche le développement d'un sentiment d'empathie envers les victimes puisqu'il n'existe pas de lien direct entre l'intimidateur ou l'agresseur et sa victime. On ne voit pas la réaction des gens, on ne voit pas ce qu'ils ressentent. De ce fait, les agresseurs ne sont pas en mesure de saisir les conséquences de leurs gestes ou bien de ressentir du remords ou de la compassion. Accessibilité. Internet est accessible 24 heures sur 24, peu importe où on se trouve sur la planète. L'accessibilité du réseau Internet en tout temps permet de joindre les victimes n'importe où, n'importe quand et même dans leur intimité. Les effets sur la victime sont alors démultipliés dans l'espace et dans le temps. Donc, comment réagir au cyberharcèlement? Voici une mise en situation. Un proche partage sur son fil d'actualité une photo de votre sœur peu flatteuse et il y écrit un commentaire désobligeant face à son apparence physique. Quel est votre premier réflexe? Parfois, ce qu'on voit n'est peut-être pas aussi clair que ça en a l'air. Ce qui ressemble à un cas de cyberharcèlement ou cyberintimidation est peut-être en fait quelqu'un qui se défend ou ce qui a l'air seulement d'une blague peut réellement blesser les sentiments de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça signifie de penser à la meilleure façon d'aider et de toujours réfléchir avant d'intervenir. Donc, on commence par se demander, est-ce que je connais toute l'histoire? Quelle serait la meilleure façon d'aider? Ensuite, on documente. Prendre une capture d'écran afin de garder des preuves est très important. C'est ce qui va permettre à la victime, si la situation s'envenime, de se défendre et d'aller chercher de l'aide. Ensuite, contactez la victime en privé pour lui apporter votre soutien. Je recommande, si c'est quelqu'un qui est proche de vous, vous pouvez lui demander quelle serait la meilleure façon de l'aider. Comme ça, vous pouvez lui apporter un soutien là où elle en a vraiment besoin. Je vous dirais pour les prochaines étapes, donc écrire en privé à l'agresseur, par exemple, pour lui demander d'arrêter le comportement. Assurez-vous d'avoir l'accord de la victime avant de passer à une telle intervention. On pourra aussi signaler la publication ou le partage auprès de la plateforme utilisée. Et si c'était votre photo? Ici, on voit un tableau qui est extrait du rapport Projet Déclic qui donne des solutions pour intervenir par rapport à la cyberviolence, cyberintimidation, etc. Donc, voici des répondants de leur recherche qui ont proposé des stratégies et de quelle façon ces stratégies-là avaient fonctionné. Donc, on parle d'ignorer, éviter, ne rien faire. Souvent, ça a été utile comme première réaction. Rester hors ligne et se déconnecter s'est avéré irréaliste, alors que demander à l'auteur d'arrêter ou l'encourager à le faire, donc susciter l'empathie, a parfois fonctionné et la demande directe en privé ou hors ligne serait le meilleur moyen de répondre. Aussi, répondre avec humour ou de façon inattendue,
ça l'a empêché une situation de dégénérer. Donc, à utiliser avec son bon jugement, mais peut-être des fois de tourner à la blague ou de rendre une situation plus légère peut être aidant. On recommande aussi de ne pas répondre. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est de ne pas contre-attaquer, de ne pas se venger. Recueillir des preuves, toujours. La preuve, c'est une des choses les plus importantes, capture d'écran. Même si des fois, ça peut être un peu sensible de faire une capture d'écran d'un contenu qui peut être blessant, c'est très important parce que c'est ce qui va nous servir de preuve si on a besoin d'aller dans des démarches juridiques ou auprès d'une organisation comme l'école ou le travail. Aussi, on peut présumer que l'intention de l'autre n'était pas de blesser. Tout dépend du ton et de la gravité de la situation et favoriser une conversation face à face. Tout dépendamment du ton et de la gravité de la situation, encore une fois. On demande au harceleur d'arrêter en privé, ça semble être la meilleure solution. Et on parler à un proche dans 2/3 des cas de cyberintimidation. C'est sûr que c'est auprès des jeunes, mais 2/3 des situations se sont améliorées après qu'on ait parlé de la situation. Donc, contacter une ressource pour obtenir du soutien, contacter des proches pour obtenir de l'aide est très important. Et si c'était la photo d'un ou d'une inconnue? Parfois, ces situations peuvent s'avérer voraces en termes d'énergie. Donc, on n'est pas obligé de répondre toujours ou de s'impliquer à chaque fois, mais si on en ressent le besoin, voici certaines pistes à garder en tête. Premièrement, suis-je en train de changer la balance du pouvoir dans un conflit? On pourrait aussi afficher un commentaire positif en réponse au négatif, signaler le comportement auprès de la plateforme et contacter la victime en privé pour lui apporter votre soutien. Et si la photo était celle d'une personnalité publique que vous n'aimez pas, comment est-ce que vous naviguez avec ce type de situation? On peut essayer de se poser certaines questions pour orienter nos comportements. Premièrement, comment est-ce que je me sentirais si ces commentaires m'étaient adressés? Est-ce que je dirais la même chose si je me trouvais face à face avec cette personne et face à face avec sa famille, ses enfants? Est-ce que ce qui est dit est une attaque personnelle ou un débat constructif? Parfois, la ligne est mince. Puis, est-ce que j'aide vraiment ou j'agis vraiment contre le cyberharcèlement ou j'agis seulement lorsque c'est des personnes qui pensent comme moi qui sont concernées? Par exemple, si j'ai une opinion politique divergente de la personnalité publique, est-ce que pour cette raison, cette simple raison, je me permets d'émettre des commentaires qui sont négatifs et méchants? Ça rentre dans le cyberharcèlement. Ensuite, de façon générale, on pourrait refuser de partager des images négatives sur les plateformes et signaler le comportement encore auprès de la plateforme. À présent, si c'était un jeune de votre entourage qui venait se confier à vous pour vous parler de la cyberintimidation qu'il vit, comment l'accueillez-vous? Comment réagissez-vous? Donc, comme on l'a dit plus tôt, 2/3 des jeunes qui ont demandé de l'aide disent que la situation s'est améliorée. Donc, il est très important d'écouter et valider les émotions, éviter de blâmer la victime en tout temps, s'informer de la situation pour mieux comprendre. Est-ce que la personne est connue ou inconnue? Quelle est la fréquence? Quel est le type de cyberharcèlement vécu par le jeune? Puis, encourager à ne pas se venger. Encourager à recueillir des preuves, toujours. Donc, les fameuses captures d'écran, vous pouvez aider le jeune si le jeune ne sait pas comment les faire. Vous pouvez accompagner dans les démarches juridiques ou autres. Aussi, on recommande fortement de favoriser la résilience en tant qu'attitude globale, c'est-à-dire les expériences négatives ne reflètent pas qui nous sommes, nos mauvaises expériences ne font pas de nous de mauvaises personnes, de telles expériences ne constituent qu'une partie spécifique de notre vie. Donc, une chose qui va mal ne veut pas dire que la vie est ruinée, même si c'est ce qu'on peut ressentir. Et les expériences négatives sont temporaires et se transforment. Certaines vont passer et certaines vont simplement changer. À présent, quels sont les droits et les recours à connaître pour se protéger? Tout d'abord, qui est l'auteur du cyberharcèlement? Influence sur les démarches à suivre. Si le cyberharceleur est connu de la victime, on recommande de recueillir des preuves dans un premier temps, donc conserver les textos, les courriels, faire des captures d'écran de tout ce qui peut disparaître. Ensuite, on demande en privé d'arrêter le comportement.
Donc, ça peut être la victime ou le confident qui fait la démarche. Ensuite, on peut empêcher son harceleur de le contacter en le bloquant ou le masquant. Donc, par bloquer, donc c'est qu'on la retire de sa liste d'amis. Donc, la personne le sait qu'on l'a bloqué dans ce temps-là. Alors que lorsqu'on masque ou qu'on ne suit plus une personne, ça fait qu'on ne voit plus ses publications, mais celle-ci ne le sait pas. Donc, vous pouvez visiter la portion du site réservée à la sécurité afin de prendre compte des paramètres de confidentialité et de sécurité offerts sur chaque plateforme. C'est une méthode qui peut s'avérer impratique lorsqu'il est question de bloquer parce qu'on côtoie la personne et si elle le sait, ça peut envenimer la situation en dehors du monde en ligne. Donc, on recommande de masquer ou de ne plus suivre lorsque c'est quelqu'un qui est connu. Demandez au site web de retirer la photo compromettante dans le cas échéant. Faire un signalement en milieu de travail ou à l'école si c'est pertinent. Par contre, important de connaître les politiques avant pour savoir les conséquences. Rappelons que la loi sur les normes du travail a été modifiée en 2004 pour y inclure le harcèlement psychologique. On peut faire un signalement sur le réseau social, le jeu en ligne ou n'importe quelle plateforme. Assurez-vous d'indiquer que le harcèlement est une violation des conditions et règlements du site web. Pour ce qui est des jeunes filles, elles peuvent parfois être plus hésitantes à faire un signalement à la police de peur de ne pas être crues ou parce qu'elles sont intimidées peut-être par la situation. C'est important de les accompagner et de les encourager à le faire si le harceleur menace de faire du mal, fait craindre pour sa sécurité ou s'il essaie de faire chanter, ce qu'on appelle l'extorsion. Si le cyberharceleur est inconnu de la victime, on conserve les preuves, comme toujours, avant de bloquer ou de masquer l'harceleur. Ensuite, on le bloque. C'est la meilleure façon, la plus efficace, comme on n'a pas à le voir dans la vie réelle. Ensuite, on fait un signalement auprès de la plateforme utilisée pour le harcèlement. Encore une fois, on mentionne que c'est une violation des conditions et règlements du site web. Puis, la dernière étape serait de faire un signalement à la police. Dans le cas où le harceleur menace de faire du mal, fait craindre pour sa sécurité ou qu'il essaie de faire chanter. Donc, extorsion. Donc, encore une fois, on accompagne la victime afin que quelqu'un de confiance soit là pour la supporter. En vertu du code criminel, 2 actions principales en justice sont possibles, les accusations criminelles et l'engagement à ne pas troubler l'ordre public. Voici 2 exemples d'accusations criminelles pouvant mener à une poursuite. Diffamation, donc porter atteinte à la réputation d'une personne en utilisant des technologies tels que des sites web pour colporter des rumeurs sur celles-ci. Et l'extorsion, donc l'envoi de courriers menaçants à des personnes pour obtenir des objets de valeur ou encore menacer de partager des photos intimes si la victime ne fait pas ce qui est demandé. Publication non consensuelle d'images intimes et le fait de ne pas se soucier de savoir si une personne a consenti à ce comportement ou non. Cet article confère au juge le droit de demander la suppression des images sur les appareils technologiques. Si le sujet de la photo est mineur, la personne qui a partagé le fichier peut aussi être accusée de distribution de pornographie juvénile. Pour ce qui est des jeunes filles qui peuvent hésiter à porter plainte parce qu'elles craignent d'être accusées de production de pornographie juvénile, il est important de rappeler que même si de nombreuses accusations par rapport à la pornographie juvénile liée au sextage, donc sextage, ce sont les textos avec des images de nature intime, seules les personnes qui avaient distribué les sextos ont fait l'objet des poursuites. Donc très important de nommer ça aux jeunes filles afin qu'elles n'aient pas peur. La loi civile. Il existe certaines actions civiles possibles. L'avantage, c'est qu'au civil, on n'a pas à prouver sa cause hors de tout doute raisonnable, ce qui signifie que la partie détenant le plus de preuves ou les meilleures preuves va remporter généralement le procès. De là l'important de prendre les fameuses captures d'écran et de garder toute preuve du harcèlement. Aussi, c'est important de faire appel à un avocat qui connaît bien les problématiques par rapport à la poursuite civile, donc vie privée, etc. Parce que le droit civil diffère bien souvent d'une province à l'autre. Donc, il est important de rester informé et de savoir ce qui s'applique dans notre province. Et pour terminer, voici quelques points que l'organisme Without My Consent suggère afin de recueillir des preuves. C'est un tableau
à 6 colonnes aux critères suivants. La date, donc indiquer quand le geste a été commis. 2. Ce qui s'est passé, soyez aussi clair et précis que possible. 3. Les preuves que le harcèlement a eu lieu. 4. Qui vous croyez être le responsable. 5. Les preuves qui l'incriminent, donc les raisons qui vous font croire que cette personne est responsable. Ça peut être son adresse courriel, son nom dans son profil qui apparaît dans le message, la présence dans une conversation qui s'est déroulée en ligne, etc. Et 6. Notez les preuves qui vous manquent et si vous estimez qu'il vous manque des preuves importantes, dans la colonne 3 et 5, indiquez ce qu'il vous faudrait pour pouvoir les récolter. Les nouvelles technologies permettent d'accéder à une panoplie de canaux de communication, ce qui, dans le cas du cyberharcèlement, donne lieu à plusieurs formes et façons d'atteindre la victime et ses proches. La nature intangible, mais ô combien accessible du réseau Internet peut amener certaines personnes à agir différemment qu'en société. Pourtant, Internet est un espace public au même titre que la rue. Il est primordial de réfléchir à l'impact que nos actions ont en ligne, que ce soit pour partager une image ou intervenir dans un débat. Assurez-vous de ne pas faire pencher la balance du pouvoir. Et si vous souhaitez apporter votre soutien à une victime, faites-le en privé et documentez les comportements. N'oublions pas que cette propension à la communication est aussi une opportunité pour partager des messages positifs, cultiver des espaces inclusifs et favoriser des échanges constructifs. L'atelier est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de journée.